Avant que Batman ne porte un masque, il y avait Zorro. Et en 1957, le Zorro de Disney explosa sur les écrans en noir et blanc, transformant Guy Williams en une icône du cap et d'épée et nous offrant l'un des méchants les plus mémorables de l'histoire de la télévision. Le capitaine Monastario au regard glacial, incarné par le véritable héros de guerre Britt Lomond. Mais que s'est-il passé après que les épées furent rengainées et les capes remisées? L'un des membres du casting est devenu une légende en Europe. Un autre a tourné le dos à la célébrité pour peindre des fresques murales à Hollywood. Et certains ont sombré dans un silence tragique. En 2025, leurs histoires sont plus dramatiques que n'importe quel duel à l'écran, prêts à découvrir qui est encore en vie et qui a disparu à jamais des projecteurs. Regardons cela de plus près. Guy Williams dans le rôle de Zorro. Dans l'univers des masques noirs et des lames étincelantes, personne n'a jamais vraiment porté la cape comme Guy Williams. En tant que Don Diego de la Vega dans la série Zorro de Disney en 1957, Williams ne jouait pas seulement le héros, il l'incarnait. Avec un regard perçant, une posture élégante et une véritable maîtrise de l'escrime apprise auprès du champion belge Fred Cavens, Williams a apporté profondeur et raffinement à la double identité de Diego et Zorro. Pourtant, sa véritable histoire s'est révélée encore plus dramatique, mystérieuse et tragique que n'importe quel scénario imaginé par Disney. Né Armando Joseph Catalano en 1924 à New York, Guy Williams était issu d'une modeste famille d'immigrés italiens. Avant d'être Zorro, il fut mannequin, diplômé d'une académie militaire et soudeur pendant la Seconde Guerre mondiale. Hollywood ne l'accueillit pas immédiatement, mais une fois engagé par Walt Disney, sa carrière explosa. La série, située dans la Californie espagnole des années 1820, était un succès ponctué de cliffhangers, et l'interprétation de Diego, intellectuel pacifiste le jour, justicier masqué la nuit, captiva des millions de téléspectateurs. Mais derrière la cape, les choses se compliquèrent. Alors que la popularité de Zorro atteignait des sommets, Disney et ABC entrèrent en conflit juridique concernant les coûts de production, entraînant une annulation brutale de la série en 1959. Williams, toujours sous contrat mais interdit de jouer ailleurs, se retrouva prisonnier d'une cage dorée. Hollywood l'avait catalogué. Il admit plus tard « Quand je ne suis pas Zorro, je suis Diego. C'est comme jouer dans un film qui ne se termine jamais. » Il fit une pause en Europe, joua dans Le Prince et le Pauvre et Capitaine Sinbad et rejoignit brièvement Bonanza en 1964 dans le rôle de Will Cartwright. Mais le destin frappa à nouveau. Une campagne de lettres de fans sauva l'acteur original Pernell Roberts et Williams fut écarté après seulement 5 épisodes. La rédemption arriva non pas à cheval, mais dans les étoiles. En 1965, il revint à la télévision dans Perdu dans l'espace, incarnant le professeur John Robinson. Mais à mesure que la série évoluait vers une comédie centrée sur le Dr. Smith, Will Robinson et le robot, Williams devenait presque invisible, une figure d'arrière-plan dans sa propre série. Bien qu'il ne se soit jamais plaint publiquement, des proches affirmaient qu'il en était profondément frustré. Williams ne fut pourtant pas une victime d'Hollywood. C'était un investisseur avisé. Lorsque Perdu dans l'espace prit fin en 1968, il était riche et prêt à tirer sa révérence. Il se retira discrètement et s'installa en Argentine en 1973, où les rediffusions de Zorro l'avaient érigé en idole nationale. Là-bas, il vécut dans un luxe paisible, se produisant parfois en Zorro, loin des caméras qu'il avait jadis adorées. Puis vint le coup de théâtre final. En mai 1989, la police découvrit son corps dans son appartement de Buenos Aires. Il était mort seul d'une rupture d'anévrisme cérébral plusieurs jours auparavant. Il avait 65 ans. Pas de funérailles, pas de frénésie médiatique. Juste le silence. Jane Sheldon dans le rôle de Bernardo. Si Guy Williams était l'âme de Zorro, alors Gene Sheldon, en tant que fidèle et silencieux Bernardo,
en était le cœur. Pour des millions de fans des années 1950 et au-delà, Bernardo n'était pas simplement l'acolyte de Zorro. Il était le génie discret, le ressort comique et l'arme secrète, tout à la fois. Mais peu connaissent aujourd'hui la véritable histoire de l'homme derrière le personnage. Né Eugene Hume en 1908 à Columbus, dans l'Ohio, Sheldon grandit dans un univers de vaudeville et de magie. Il débuta sur scène en assistant son père magicien, souvent travesti, sans dire un mot. Un présage, en somme. La carrière de Sheldon s'étendit à la radio, à Broadway, au cirque, au cinéma, et finalement chez Disney, et à travers tout cela, il fit rire et émouvoir sans dire un mot. Il était littéralement un maître du silence. Disney reconnut ce talent unique lors du casting de Zorro en 1957. Dans les récits originaux de Johnston McCulley, Bernardo était sourd et muet. Disney modifia le personnage, le rendant uniquement muet, mais capable d'entendre en secret. Ce choix fit de lui les yeux et les oreilles de Zorro et permit à Jane Sheldon de briller grâce à son art du mime et de la comédie physique. L'un des gestes les plus emblématiques de la série ne venait pas de l'épée de Zorro, mais de Bernardo traçant silencieusement un Z dans l'air avec ses doigts et ses lèvres, un appel discret mais puissant à l'action. Sheldon apportait à chaque scène la physicalité d'un clown et la précision d'une star du muet. Mais contrairement à d'autres acolytes, Bernardo n'était pas seulement comique. Il dissimulait son intelligence derrière une façade de bouffonnerie, écoutait les méchants à leur insu, portait le masque quand Diego ne le pouvait pas et incarnait l'émotion profonde de l'histoire. Hors caméra, la dévotion de Sheldon était tout aussi remarquable, s'entraînant pendant des décennies au mime, au banjo et aux routines physiques avant même que Zorro ne soit lancé. Après l'annulation de la série en 1959, Sheldon reprit son rôle dans 4 épisodes spéciaux entre 1960 et 1961. Il retrouva également Henry Calvin dans d'autres productions Disney, notamment Babes in Toyland, où ils formaient un duo comique façon Laurel et Hardy. Pourtant, la célébrité télévisée de Sheldon ne se traduisit jamais en carrière en tête d'affiche. Et peut-être cela lui convenait-il. Sheldon s'éteignit paisiblement le 1er mai 1982, victime d'une crise cardiaque à son domicile de Tarzana, en Californie. Il avait 74 ans. Si son nom ne résonne plus dans tous les foyers en 2025, ses performances, elles, perdurent. Grâce aux rediffusions de Zorro, aux clips YouTube et aux archives Disney+. Henry Calvin dans le rôle de Sergent Garcia. Même après près de 70 ans, le rire inoubliable, le charme maladroit et la voix de baryton du Sergent Garcia résonnent encore dans l'esprit des fans de Zorro à travers le monde. Né Wimberly Calvin Goodman en 1918 à Dallas, Texas, Henry Calvin venait d'un milieu modeste. Il chantait des solos gospel dans son église baptiste locale et étudia à la Southern Methodist University avant de lancer sa carrière sur les planches new-yorkaises. Grâce à sa voix puissante et à sa stature imposante, il mesurait 1,88 m et pesait à un moment plus de 150 kilos. Calvin s'imposa naturellement dans le théâtre musical. Au début des années 1950, il avait déjà joué le vizir de la police dans Kismet et figurait dans des succès de Broadway comme The Chocolate Soldier ou Sally. Mais la télévision l'appelait, tout comme Disney. En 1957, Calvin fut choisi pour incarner le sergent Demetrio Lopez Garcia dans Zorro, un rôle qui allait définir le reste de sa carrière. Garcia n'était pas qu'un simple ressort comique. Il incarnait une figure tragicomique. Sa loyauté, sa naïveté et sa gourmandise en faisaient un personnage profondément touchant. Souvent manipulé par Don Diego, l'alter ego de Zorro, Garcia restait sincère et étonnamment noble, des qualités que Calvin incarnait avec une justesse troublante. Le chant de Calvin fit aussi partie intégrante de l'ADN de la série. Qu'il pousse la chansonnette dans une taverne, qu'il charme une señorita ou qu'il harmonise avec Annette Funicello,
Il apportait une texture musicale unique à une série centrée sur l'action. Il enregistra même une version du générique de Zorro, gravant sa voix à jamais dans le cœur des fans. Mais après l'arrêt de la série en 1959, à cause du litige entre Disney et ABC, la carrière de Calvin stagna. Il continua à apparaître dans des séries comme The Dick Van Dyke Show, Mannix, The Man from UNCLE, ou encore dans des films Disney comme Toby Tyler et Babes in Toyland, aux côtés de Gene Sheldon et Kevin Corcoran, mais pour le public, il restait Garcia. Puis vint l'Argentine. En juillet 1973, Calvin rejoignit son ami proche Guy Williams pour une tournée promotionnelle à Buenos Aires, où les rediffusions de Zorro étaient devenues un phénomène. Mais lorsqu'il descendit de l'avion, les fans eurent du mal à le reconnaître. Calvin avait perdu 80 kilos, évoquant une transformation due à sa santé personnelle. Derrière le sourire, pourtant, se cachait une vérité bien plus sombre. Un cancer de la gorge non diagnostiqué. Il s'éteignit seulement 2 ans plus tard, le 6 octobre 1975, à l'âge de 57 ans. En 2025, l'image du sergent Garcia de Calvin continue d'apparaître dans les salons du monde entier. Ces scènes provoquent toujours des rires et une tendresse inattendue. Il était peut-être le faire-valoir maladroit de l'élégant Zorro, mais dans la vraie vie, Henry Calvin était un vétéran de guerre, une star de Broadway et un homme dont la voix, l'humour et le cœur ont profondément marqué l'âge d'or de la télévision. Don Diamond dans le rôle du caporal Reyes. Si la majorité des fans de Zorro se souviennent du duo emblématique formé par le héros masqué rusé et le sergent Garcia maladroit, un autre visage s'est discrètement imposé au fil de la première saison. Le caporal Reyes, incarné par l'acteur polyvalent et souvent sous-estimé Don Diamond. Né Donald Alan Diamond en 1921 à Brooklyn, New York, il était le fils d'immigrants juifs russes. Malgré ses origines, Diamond passa la majeure partie de sa carrière à interpréter des rôles ethniques très éloignés de lui, espagnols, mexicains, amérindiens, avec une étonnante combinaison d'authenticité et de charisme. Ce n'était pas un hasard. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il était stationné au Nouveau-Mexique, Diamond devint fluent en espagnol. Cette compétence, combinée à son diplôme de théâtre de l'Université du Michigan, fit de lui l'acteur incontournable pour les rôles de sidekick ethnique dans les médias américains d'après-guerre. Lorsque Zorro arriva en 1957, Diamond était déjà connu pour son rôle d'El Toro dans The Adventures of Kit Carson, une série de 105 épisodes où il démontra son talent comique et physique. Dans Zorro, il apparut d'abord sans crédit, sans moustache, dans le rôle d'un lancier, avant de revenir comme le caporal Reyes, un personnage un peu lent d'esprit, mais attachant, qui ajoutait une touche d'innocence au décor militaire de la Californie espagnole. Reyes était un personnage écrit pour la comédie, moqué par le sergent Garcia comme Garcia l'avait autrefois été par le capitaine Monastario. Mais dans la manière dont Diamond l'interprétait, il y avait une affection évidente. Reyes était loyal, sincère, et parfois accidentellement héroïque. Il apportait un équilibre au chaos, donnait à Garcia un acolyte avec qui se chamailler, et parfois même se faire dépasser. En humanisant Garcia, Reyes rendait les deux personnages plus attachants. Après Zorro, Don Diamond ne cessa jamais de travailler. Il accéda à une plus grande notoriété en jouant Crazy Cat dans F-Troop, l'acolyte amérindien fidèle et excentrique du chef Wild Eagle. Il fit des apparitions dans MacGyver, Dallas, Dynasty, Bully RP in Cincinnati, Super Agent 86 et prêta même sa voix à des dessins animés comme Tijuana Toads. Pendant des décennies, son visage et sa voix étaient partout, même si le public ne connaissait pas toujours son nom. Dans sa vie privée, Diamond menait une existence paisible à Los Angeles avec sa femme Louisa, professeure d'espagnol, et leur fille Roxane. Il se retira du métier à la fin des années 1980, mais resta apprécié lors des conventions et émissions nostalgiques.
Il s'éteignit paisiblement d'une insuffisance cardiaque le 19 juin 2011, à l'âge de 90 ans. George G. Lewis, dans le rôle de Don Alejandro de la Vega. Parmi tous les personnages de Zorro chez Disney, rares sont ceux qui imposaient autant que Don Alejandro de la Vega, incarné avec stoïcisme et dignité par George G. Lewis. Patriarche fougueux et plein de principes, Don Alejandro représentait l'âme morale du Pueblo, un ranchero engagé pour la justice, bien avant de découvrir que son propre fils était le justicier masqué Zorro. Et si ce personnage a marqué des générations de téléspectateurs, l'homme qui l'interprétait vivait une vie encore plus remarquable que le rôle pour lequel il est le plus souvent célébré. George J. Lewis naquit en 1903 à Guadalajara, au Mexique, dans une famille d'origine mexicaine et anglaise. Adolescent, il quitta son pays natal pour tenter sa chance à Hollywood, un pari audacieux qui allait lui offrir une carrière de plus de 60 ans, traversant les films muets, les serials, les westerns et enfin la télévision. Dans une industrie qui confinait souvent les acteurs latinos à des rôles secondaires ou stéréotypés, Lewis parvint à se faire une place en maîtrisant l'art de la transformation. Bilingue, doté d'une prestance classique, il pouvait incarner aussi bien des séducteurs raffinés que des méchants impassibles. Avant Zorro, Lewis avait déjà joué dans Zorro's Black Whip et Ghost of Zorro, mais c'est dans l'adaptation live-action de Disney qu'il trouva sa place dans l'histoire de la télévision. Introduit comme le père de Don Diego, Don Alejandro était impulsif, franc et prêt à foncer tête baissée dans le danger, tandis que son fils opérait dans l'ombre. Ce contraste rendait leur relation captivante. À mesure que la double vie de Diego se compliquait, Alejandro luttait pour comprendre la passivité apparente de son fils, ce qui ajoutait une tension émotionnelle intense à la série. Lewis jouait ce rôle avec une gravité remarquable. On le voyait dans son regard sombre, on l'entendait dans l'autorité de sa voix, et on le ressentait dans cette fierté silencieuse qu'il portait. Et lorsque Don Alejandro découvrait enfin que son fils timoré était en réalité Zorro, sa réaction ne fut pas la trahison, mais la fierté. La série n'explora jamais vraiment leur relation post-révélation, mais George G. Lewis, dans ces quelques scènes, incarna une paternité aussi complexe qu'honorable. Dans la vraie vie, Lewis était également très respecté. Il tourna surtout dans des westerns à petit budget ou des serials, incarnant tantôt des hommes de main armés de couteaux, tantôt des chefs tribaux nobles ou des généraux. Son interprétation du général Vallejo dans Death Valley Days fut saluée. Il apparut également dans Casablanca, The Lone Ranger, Superman, Daniel Boone et Cheyenne. George G. Lewis prit sa retraite en 1969 après plus de 150 rôles à l'écran. Il s'éteignit d'une attaque cérébrale le 8 décembre 1995, à 2 jours de son 92e anniversaire. Britt Lomond dans le rôle du capitaine Monastario. Peu de personnages ont été aussi électrisants et exaspérants que le capitaine Enrique Sanchez Monastario. Véritable vipère en uniforme, redoutable à l'épée et corrompu jusqu'à l'os, il était le commandant que les fans adoraient détester. Derrière cette moustache iconique et cette allure martiale se cachait Britt Lomond, un héros de guerre devenu acteur, dont la vie en dehors de l'écran était tout aussi surprenante que son personnage de méchant. À l'origine, Britt Lomond n'était même pas prévu pour jouer le méchant. Il avait auditionné pour le rôle de Zorro. Mais une fois Guy Williams sélectionné, Disney vit en Lomond un potentiel encore plus fort, celui de l'adversaire parfait. Grâce à ses compétences en escrime digne des Jeux olympiques et à son intensité brûlante, Lomond devint le Monastario idéal, arrogant, cruel et dangereusement charismatique. Mais ce que le public ignorait en 1957, c'est que ce méchant était en réalité un authentique héros. Né en 1925 à Chicago et élevé à New York, Lomond servit comme parachutiste dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fut décoré de 3 Purple Hearts, d'une Bronze Star et d'une Silver Star.
Sous la cape du méchant se trouvait un homme qui avait connu la vraie guerre. Après la guerre, Lomond étudia à NYU, intégra l'équipe d'escrime et faillit se qualifier pour les Jeux olympiques de Helsinki en 1952. Mais il abandonna ses rêves olympiques pour devenir professionnel, utilisant son sabre sur scène et à Hollywood. Avant Zorro, il était déjà apparu dans Death Valley Days et poursuivi ensuite dans Perry Mason, Rawhide ou encore The Virginian. Monastario, toutefois, resta son rôle le plus marquant. Premier grand antagoniste de Zorro, il apporta du danger et de la tension à la série. Ses confrontations avec Guy Williams figurent parmi les plus mémorables de la télévision des années 1950. Mélange d'escrime spectaculaire et de guerre psychologique. Grâce à sa prestance, sa voix et sa lame, Lomond transforma un méchant de saison en une figure légendaire. Mais dès 1960, Lomond se détourna du jeu d'acteur. Lassé de jouer les méchants, il passa derrière la caméra, bâtissant une seconde carrière discrète, mais fructueuse comme réalisateur et directeur de production. Il travailla sur The Waltons, Battlestar Galactica, MacGyver, Somewhere in Time, Midnight Run et même Purple Rain. Hollywood lui faisait confiance, des deux côtés de l'objectif. Artiste dans l'âme, il fonda aussi un studio d'art commercial, dans les années 60, Brittany, et peignait des œuvres texturées pour salons et des fresques murales, dont une au Grauman's Egyptian Theatre. Son talent ne s'arrêtait pas au jeu d'acteur. Il savait raconter, illustrer et même écrire. Il publia ses mémoires intitulées Chasing After Zorro. Britt Lomond s'éteignit le 22 mars 2006 d'une insuffisance rénale à l'âge de 80 ans. Il laissa derrière lui son épouse Diane, 2 enfants, et un héritage toujours vivant à travers les rediffusions, les conventions de fans, et même un timbre néerlandais émis en son honneur. Nestor Paiva dans le rôle de Théo González. Dans le Pueblo animé, Théo González n'était ni un héros ni un méchant, mais il était indispensable. En tant qu'aubergiste de la taverne locale, Théo voyait tout, entendait tout, et en savait souvent bien plus qu'il ne le laissait paraître. Il servait le vin avec le sourire, haussait les sourcils au chuchotement suspect, et apportait une touche d'humour dans le jeu tendu entre Zorro et ses nombreux adversaires. Né en 1905 à Fresno, en Californie, Nestor Caetano Paiva était le 10e d'une fratrie de 12 enfants issus d'immigrants portugais originaires des Açores. Son parcours, de fils d'épicier à l'un des acteurs de caractère les plus prolifiques d'Hollywood, est une histoire de persévérance, de polyvalence et d'un talent discret mais éclatant. Avec plus de 400 crédits au cinéma et à la télévision, le visage de Paiva était reconnaissable bien avant que son nom ne le soit. Avant Hollywood, Paiva était un acteur de théâtre respecté et une voix familière à la radio. Il étudia l'art dramatique à l'Université de Californie à Berkeley, où il jouait, mais aussi mettait en scène des pièces. La radio fut son tremplin. Sa voix grave et sa maîtrise des accents lui valurent des rôles dans Gunsmoke, Lux Radio Theatre et Family Theatre. Mais le passage à l'écran était inévitable. Des années 1930 aux années 1960, Paiva devint l'homme à tout faire des rôles ethniques à Hollywood. Il incarna des Italiens, des Espagnols, des Grecs, des Arabes, des Mexicains et même des Amérindiens, parfois tous dans la même année. Rarement portugais, malgré ses origines, ce qui témoigne à la fois de sa capacité de transformation et des stéréotypes de l'époque. Son rôle le plus célèbre au cinéma fut celui du capitaine Lucas dans Creature from the Black Lagoon et sa suite Revenge of the Creature. En capitaine bourru guidant les scientifiques dans l'Amazonie, il marqua les esprits, mêlant humour et conscience morale. Mais pour les fans de Zorro, il restera à jamais Théo González, l'aubergiste qui servait le vin et la sagesse à parts égales. Bien qu'il ne soit pas un personnage principal, le Théo de Paiva servait de pilier à de nombreuses scènes clés de Zorro. Ses interactions avec le sergent Garcia et le caporal Reyes
étaient souvent de petites satires subtiles de l'autorité coloniale et de l'obéissance aveugle. Le sens du timing de Paiva était irréprochable. Il savait exactement quand accentuer la comédie et quand se faire discret. Son aptitude à donner de la profondeur à des rôles secondaires le rendait essentiel à l'équilibre de la série. En dehors de Zorro, Paiva apparut dans tout, de Bonanza à Max la Menace, et prêta même sa voix à des personnages de Johnny Quest. Il travailla sans relâche pendant des décennies, éleva 2 enfants et partagea l'écran avec eux dans le film Comanche en 1956. Mais sa vie prit une tournure tragique en 1965, lorsqu'il fut diagnostiqué d'un cancer de l'estomac. Malgré les opérations et les traitements, il s'éteignit le 9 septembre 1966, à seulement 61 ans. Le temps a passé, mais l'héritage de Zorro reste intact. Que ce soit le charme intrépide de Guy Williams ou la menace sombre de Britt Lomonde, ces acteurs ont inscrit leur nom dans l'histoire de la télévision grâce à leur panache, leur intensité dramatique et leur présence inoubliable. Aujourd'hui, leurs visages se sont peut-être effacés de l'écran, mais leur impact reste gravé dans le cœur des fans du monde entier. Et vous, quel personnage de Zorro vous a le plus marqué? Avez-vous été surpris d'apprendre ce qu'il leur est arrivé après la fin du tournage? Cliquez sur « J'aime » si cela vous a rappelé des souvenirs. Partagez avec quelqu'un qui regardait Zorro avec vous. Et abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets cachés derrière les grandes séries classiques.